La petite princesse s'en va combattre le dragon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur mon curieux booktube féministe. Aujourd'hui, je vais vous parler du conte 12 princesses rebelles de Jessie Burton, illustré par Angela Barrett et publié chez Gallimard en septembre 2019. Jessie Burton, vous la connaissez peut-être comme l'autrice de Miniaturiste, qui a été publiée chez Gallimard en 2014, qui a eu beaucoup de succès, ça a été un vrai best-seller, c'était son premier roman. Et depuis, elle a publié toujours chez Gallimard en 2017 Les filles au lion, qui ont également eu beaucoup de succès. Quand j'ai croisé ce conte en librairie pour la première fois, j'ai cru qu'en fait c'était 12 histoires, 12 histoires de princesses rebelles, mais pas du tout. En fait, c'est une réécriture du conte des frères Grimm, Le bal des princesses, qui n'est pas le plus connu. Alors peut-être que vous ne le connaissez pas, mais vous pouvez le trouver très facilement sur internet. Dans ce conte, un roi a 12 filles qu'il garde toutes les nuits enfermées à clé dans une chambre. Or, tous les matins, leurs souliers sont totalement usés, comme si elles avaient dansé toute la nuit. Donc le roi, pour résoudre ce mystère, il lance un appel dans le royaume et il promet à l'homme qui trouvera la réponse à ce mystère et qui sera lui dévoiler ce que font ses filles pendant la nuit. Donc il lui promet la main d'une de ses filles et d'avoir le royaume, d'être le roi à sa mort. Chaque prétendant a 3 nuits pour apporter au roi l'explication et au terme de ces 3 nuits, il est exécuté s'il n'apporte pas de réponse. Donc les prétendants défilent et chaque soir en fait les princesses leur donnent une potion à boire qui les endort, si bien qu'ils ne trouvent jamais la réponse à ce mystère et donc ils sont exécutés. Jusqu'au jour où un soldat qui est aidé par une vieille femme qui lui explique qu'elle ne devra pas boire la potion offerte par les princesses, parvient à résoudre ce mystère grâce à une cape d'invisibilité. En fait, il les suit dans leur chambre et là, il voit qu'elles parviennent à ouvrir une sorte d'escalier magique qui est dans le mur. Et avec cet escalier, elles parviennent jusqu'à un lac où des princes les conduisent sur des barques jusqu'à un palais où ils dansent ensemble toute la nuit. Donc, sur le chemin en fait, jusqu'au palais, le soldat il prend des preuves, en fait il ramasse des preuves qu'il amène le matin au roi et le roi tient promesse et il lui donne sa main de sa fille aînée et le soldat deviendra roi à la mort du roi actuel. C'est un conte dans lequel il y a peu de détails, c'est un conte assez resserré, contrairement à la réécriture de Jessie Burton qui, elle, propose un cadre beaucoup plus précis. En fait, dans l'incipit de ce conte, donc au début de ce récit, on apprend que la mère des princesses, la reine Laureline, est décédée dans un accident de voiture récemment. Et parce que conduire une voiture, cette idée de la vitesse, de la liberté, c'était vraiment ce qui lui tenait le plus à cœur. Et de fait, le roi qui est tout à son deuil en fait, ne se rend pas compte de la souffrance de ses filles et décide que cette liberté elle est dangereuse et donc peu à peu il lui enlève tout leur loisir, toute leur passion et jusqu'à les enfermer tout ensemble dans une chambre commune pour leur sécurité. Je vous parle de ça parce que si vous avez regardé ma première vidéo Garçon d'album, vous savez que j'ai un grand intérêt pour les réécritures de contes et a fortiori celles qui mettent à mal les stéréotypes de genre. C'était d'ailleurs le sujet de mon mémoire de recherche dans le cadre de mon master en littérature d'enfance et de jeunesse. Sur la 4e de couverture de ce conte, du moins sur la jaquette de la 4e de couverture, on trouve une citation de Jessie Burton qui dit « J'ai voulu redonner aux 12 sœurs leur individualité, leur joie de vivre, leur goût de la liberté, et changer le prince charmant. » Donc nous avons dans ce récit 12 princesses qui sont vraiment individualisées, avec chacune une passion, chacune une compétence, quelque chose qui lui est vraiment propre.
Alors je pense personnellement qu'il ne faut pas avoir de misogynie dans la façon dont les frères Grimm considèrent ces 12 princesses comme un ensemble. C'est aussi le cas par exemple des 7 nains dans Blanche-Neige. Alors certes, Disney leur a donné un nom, leur a donné un caractère, les a individualisés, mais ce n'est pas du tout le cas dans le conte d'origine, en fait parce que ces personnages ce sont des archétypes. D'ailleurs, souvent dans les contes, les personnages n'ont pas de nom, ils ne sont pas là pour avoir une personnalité propre, ils sont là donc avec une fonction archétypale. Cette notion d'archétype, elle a été développée par le folkloriste russe Vladimir Prop, qui a publié Morphologie du conte, qui est paru en 1928 dans son pays d'origine. Et dans cette recherche, il a analysé plus de 100 contes traditionnels russes. Et à partir de ces 100 contes, il a déterminé qu'il y avait seulement 7 catégories de personnages, 7 rôles clés dans les contes. Pourquoi ? Tout simplement parce que la fonction du conte, en fait, c'est de tendre à une forme d'universalité. Je pense que l'on a tendance à lire les récits traditionnels à l'aune de nos connaissances, de nos valeurs qui sont actuelles, et on oublie que les contes ne sont en rien hors du temps. Cette citation, je la reprends d'une chercheuse qui s'appelle Catherine Toveron, qui a notamment travaillé sur les contes des frères Grimm, et voilà, qui nous rappelle que les contes en fait, des frères Grimm, de Perrault, d'Andersen, ils sont vraiment les produits aussi d'une époque et d'une façon de penser. Et c'est justement parce que les contes ne sont pas hors du temps que l'on en propose aujourd'hui des réécritures qui sont beaucoup plus en accord avec nos façons d'être et de penser très contemporaines. Pour en revenir à 12 princesses rebelles, c'est une réécriture qui est très ouvertement, très clairement féministe. Mais je dois avouer du coup que, alors, avec mon regard d'adulte, j'ai trouvé que le début du texte manquait un petit peu de subtilité avec ces princesses et cet environnement dans lequel elles vivent, avec la reine Aurélia, etc., qui cumulent beaucoup de contre-stéréotypes. Alors, on est d'accord, hein, c'est très important pour les jeunes lectrices de pouvoir voir dans les récits qu'elles lisent, dans les albums, dans les contes, des personnages qui sortent des carcans dans lesquels on veut les rentrer d'habitude, mais je pense que ça peut être fait de façon un petit peu plus subtile. Alors, petite parenthèse, je vous invite au passage à lire 226 bébés de Flore Vesco, qui est un roman jeunesse paru chez Didier Jeunesse en septembre 2019, qui retourne un peu tous ces archétypes avec une petite pointe d'insolence qui est vraiment très chouette, c'est vraiment très drôle. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas le centre du récit en fait. Le centre du récit, c'est un vieil homme qui s'appelle Berthe, qui après avoir travaillé toute sa vie, à pouvoir accumuler un petit peu d'argent pour s'offrir une maison bien au calme, se rend compte que malheureusement sa maison se situe juste en dessous du couloir de passage des cigognes qui livrent donc les bébés, et malheureusement les cigognes ont tendance à tomber, pas les cigognes, les bébés, pardon, ont tendance à tomber, ce qui fait qu'il en retrouve dans son jardin très fréquemment et il se retrouve avec pas moins de 226 bébés. Je vous en parle parce que je l'ai lu tout récemment alors que j'étais en train de réfléchir au contenu de cette vidéo, et du coup voilà, j'ai trouvé que c'était une petite parenthèse bien à propos sur la façon dont on peut réinterroger les stéréotypes de genre dans la littérature de jeunesse. Dans 12 princesses rebelles, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant par contre, c'est la façon dont les qualités, les compétences respectives des princesses vont les amener à traverser un certain nombre d'épreuves, grand topos du conte. Mais ce qui est vraiment intéressant ici, c'est qu'en fait ces épreuves ne sont pas annoncées comme telles. Ce n'est pas si tu passes ces 3 épreuves, tu pourras accéder à. Ce sont plutôt des formes d'obstacles qui pourraient arrêter les princesses dans leur progression, mais grâce à leurs compétences, leurs qualités, ce qu'elles savent faire, ce qu'elles ont appris à faire, grâce à leur cerveau, elles parviennent à traverser ces obstacles. Parce que oui, spoiler alerte, tu peux être une princesse et avoir un cerveau. Ce que j'ai trouvé très chouette aussi, c'est que même si ce n'est pas indiqué dans le texte en lui-même, en fait ça se voit uniquement sur les illustrations, la reine l'Aurélia, elle est noire,
son mari est blanc et les princesses sont métisses. Alors ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas ou très très peu, alors évidemment dans les contes traditionnels, mais même dans les albums contemporains. C'est quelque chose de très très rare et quand c'est le cas, souvent c'est que c'est au cœur de l'album, c'est le sujet, c'est ah regarde un couple mixte, ça existe. Donc là j'ai trouvé ça vraiment intéressant et assez novateur de proposer ça dans une réécriture de conte. Ce que j'ai trouvé aussi très intéressant dans ce conte, c'est le rôle du père qui aime ses filles comme il aimait sa femme. Et après l'accident qui l'a rendu veuf, donc il associe cette liberté dont elles jouissent à quelque chose de dangereux, à quelque chose qui peut les lui enlever. Et du coup, on n'est pas dans un père qui veut maltraiter ses enfants, c'est pas sa volonté c'est de les protéger. Et malheureusement, c'est bien toujours en enfermant les femmes qu'on les protège. Au-delà de ce souci de protection, il y a aussi le fait que ce roi, ce père, en fait, il ne s'est jamais vraiment occupé de ses filles, donc il ne sait pas comment faire, et il ne sait pas quoi faire de 12 filles, parce que lui, il est roi, ce qu'il voulait, c'est un héritier garçon, et que faire de ces 12 filles? Je vais vous lire un petit extrait sur cette thématique. Un dialogue donc entre le roi et sa fille aînée Frida. Oh, pourquoi n'avons-nous pas eu un seul garçon? Cela aurait été une bénédiction, juste un garçon. Un mignon fripon de petit garçon, juste un. Je ne demandais rien d'autre. Je deviens vieux, j'ai l'impression d'avoir 100 ans. Je parais en avoir 200. Et je n'ai toujours pas d'héritier. Mais vous avez 12 héritières, riposta Frida. Alberto était habitué à avoir ce genre de conversation avec Frida. Elles avaient commencé depuis qu'elle avait eu l'âge de parler, et il ne cédait pas souvent lui non plus. En fait, je pense que parfois, il y prenait un certain plaisir. « J'ai 12 filles, reprit-il. Et à quoi servez-vous? Aucune femme ne peut hériter de mon royaume. » Qui a dit ça? Demanda Frida. Alberto sauta à bas de son trône comme si sa fille aînée l'avait giflé avec une truite. Et une grosse. « C'est la loi !» cria-t-il. « Sire, » répliqua patiemment Frida, « c'est vous qui êtes la loi. » Je ne vous dévoilerai bien évidemment pas la fin du récit, mais cet échange entre le roi et Frida y trouvera son écho. C'est une fin qui est vraiment en accord avec le récit, avec son cheminement. C'est une fin qui est vraiment bien pensée. Moi, je dois avouer, là aussi, avoir été un tout petit peu déçue parce que c'est une fin que j'ai déjà lue dans une autre réécriture de contes féministes de Gaëlle Aymon. Je ne vous dis pas laquelle au cas où vous l'avez lu et que du coup, je ne voudrais pas vous cacher le suspense. Mais voilà, c'est aussi parce que j'ai lu beaucoup de réécritures de contes féministes, donc voilà, j'ai un certain bagage. Mais il n'empêche que c'est un très beau récit avec une jolie histoire, une jolie fin que je vous invite à découvrir. C'est pour les enfants et les adultes, pour les enfants à partir de 9 ans à peu près. Ensuite, je vais vous parler juste à l'instant de Gaëlle Aymon, qui est également l'auteur d'une réécriture d'un conte qui se base, entre autres contes, sur le bal des princesses des Grimm. Il s'intitule Les souliers écarlates, il a été publié en 2012 par Talent Haut et il est illustré par Nancy Ribard. C'est un album assez dur qui va puiser également dans Les souliers rouges d'Andersen ou dans La barbe bleue de Perrault. Et dans cet album, on rencontre une jeune fille sans nom qui est la victime d'un mari bourreau auquel elle échappe grâce à des souliers rouges qui, par un procédé magique, lui permettent de s'échapper chaque soir de la chambre où elle est fermée à clé pour aller danser avec un prince. Dans cette réécriture-là, on est vraiment face à la thématique de la violence conjugale avec un mari qui tire vraiment plaisir de la faiblesse de cette jeune fille, de cette princesse au petit pois qu'il peut maltraiter à sa guise. Et ce qui est très intéressant dans cet album, c'est que l'auteur nous propose une fin ouverte qui permet à chacun et chacune de conclure cette histoire de façon plus ou moins positive.
Alors je dois vous avouer que la lecture que j'en fais moi n'est pas celle du happy end, sans doute parce que je suis influencée par ce qui se passe aujourd'hui, par le nombre juste ahurissant de féminicides chaque année. Donc par féminicide, j'entends donc des femmes qui sont tuées par leur compagnon ou leur ex-compagnon du fait qu'elles sont femmes. Le nombre de féminicides était de 149 en 2019. Elles ont été recensées par le collectif Féminicide par compagnon ou ex. Et là, nous sommes, quand je tourne cette vidéo, le 1er février, et il y a déjà eu 11 féminicides en France depuis le début de l'année 2020. Donc voilà, donc difficile pour moi de voir un happy end à cette histoire, mais rassurez-vous, si vous êtes un optimiste ou une optimiste, vous pourrez faire vivre une très belle fin à cette jeune fille. Voilà pour cette 5e vidéo, déjà 5, je trouve ça fou. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura donné envie peut-être de lire 12 princesses rebelles ou de vous pencher sur les réécritures de contes. S'il y en a que vous aimez beaucoup et que vous avez envie de partager en commentaire, n'hésitez pas à le faire, c'est vraiment avec plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les vidéos suivantes. Je vous dis merci encore une fois et à très bientôt. Sire, répliqua Fridamant. Fridamant, c'est un très joli nouvel adverbe. Fridamant, de Frida Kahlo, je ne sais pas.